ce matin pour ce cycle de conférences sur la conduite du changement. Est-ce que vous m'entendez correctement? Alors, on utilisera le chat, hein. Malheureusement, il n'y a pas possibilité d'interagir verbalement. OK, merci. Et puis juste le temps, bah, ça va faire arriver les derniers. D'où est-ce que vous êtes connectés? Moi, ce matin, je suis en Normandie, comme souvent. Bonjour Clélia, bonjour Diane, bonjour Eric, bonjour Séverine, Guillaume, Isabelle, Magda, Manon, Sonny. Alors, et en localisation, on a donc du Paris, Bretagne, Grasse, super, quelle merveilleuse région, Valence, l'île Maurice, waouh, Sonny, oui, vous amène du soleil, Lyon. OK, super. Alors, donc ce cycle de conférences, il est sur la conduite du changement général et aujourd'hui, on va aborder une thématique, c'est sur l'ambition, en conduite du changement, qui est un sujet, qui touche tout le monde. La conduite du changement touche absolument toutes les organisations. Dans toutes les organisations, il y a des changements. Maintenant, quelle ambition est-ce qu'on doit avoir, dans une organisation, quand on démarre, quand on a envie d'aller un petit peu plus loin? C'est un point qu'on va aborder, ce matin. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Et derrière, quelle est la vision? En fait, j'ai posé une vision il y a quelque temps parce que j'en avais assez de voir des transformations qui se passent mal et j'ai créé une association avec, un certain nombre de personnes, avec des piliers, voilà, des valeurs humaines, des bénéfices pour les équipes. On n'a pas le droit de faire des transformations que pour des raisons financières. L'utilisation du questionnement tout au long des projets, c'est la conduite du changement, justement. L'alignement des personnes à leur fonction sur le fait de s'assurer que les personnes sont faites pour le job qu'on leur donne quand on fait des modifications, et c'est souvent le cas dans des plans de transfo. Et puis la RSE. Voilà, je ne le développe pas plus. Si ça vous intéresse, vous pouvez revenir vers moi ou aller sur le mini-site de l'association. C'est un projet qui est assez passionnant. Alors, aujourd'hui, par rapport à la conduite du changement et pour introduire ce sujet, je dois vous demander un petit peu où vous êtes dans votre organisation ou chez votre client chez lequel vous travaillez aujourd'hui. Est-ce que vous faites du change sur un projet de temps en temps? Est-ce que c'est une compétence qui est installée? Voilà, où est-ce que vous en êtes de l'installation du change pour vous et puis pour l'organisation pour laquelle vous travaillez? Alors, change permanent dans le cadre de l'amélioration continue, OK, en expérience client. Alors le changement, d'accord, est-ce qu'il y a là, le point qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a du change qui est structuré? Est-ce qu'il y a eu des formations sur le change? Est-ce que la pratique du change est régulière en tant que métier, en fait, est installée dans l'organisation? Sony, oui, on ne fait plus de change management, OK. Le changement est difficile, je m'en fais peur, donc OK. Heu, Résistance au changement dans les collectivités, OK. C'est un symptôme quand il n'y a pas de change, il y a obligatoirement de la résistance. OK, des besoins à venir, OK. Conduite déjà réalisée, d'importants projets, titulaire peut-être par des formations personnelles, OK. OK, beaucoup de transformation, mais pas de culture de conduite du changement. Effectivement, Clélia, c'est un sujet, moi, que je vois très, 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 très souvent parce que des transformations, il y en a partout. Mais, des pratiques installées de culture du changement, ben, c'est relativement rare. Les, prémices du change, OK, ou recrutement sans collaborateur, effectivement, ça a un impact important sur la culture de l'organisation. OK.
Très bien. Alors, vous voyez ce que j'observe et ça se reflète dans ce que vous mettez dans le chat, c'est que pour beaucoup d'organisations, en fait, le change en est un peu au démarrage. Moi, je ne connais pas beaucoup d'organisations hein, qui sont très matures en conduite du changement et encore moins qui l'ont installé dans la culture de l'organisation. Néanmoins, c'est un élément qui est absolument essentiel si on veut pouvoir prendre de l'avance sur ses concurrents, bah, ça nécessite de pouvoir mener plus de projets de changement et la capacité à avancer rapidement en conduite du changement, elle est proportionnelle à sa capacité à intégrer cette compétence. Donc, on va voir un petit peu comment faire ça et quelles sont les questions à se poser. Donc, on va faire quelques constats euh, qu'on fait avec la conduite des projets. L'analyse de situation, quelles sont les questions à se poser quand on parle d'ambition en conduite du changement. Et puis, je vous parlerai de 3 cas pratiques. Moi, j'ai pas mal d'expérience et de vécu sur des plans de transfo avec des maturités faibles, moyennes et élevées. Et je vous dirai un petit peu comment ça s'est passé pour certains d'entre eux. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et je tâcherai d'y répondre soit au fur et à mesure, soit à la fin. Alors, les constats, en fait, bon, malheureusement, ils sont un peu les mêmes depuis longtemps. 70% des projets échouent, soit totalement, soit partiellement, et le déficit de conduite du changement est une des causes principales, en fait, de l'échec de ces projets. Il y a une étude intéressante qui est sortie en 2020 de McKinsey qui mettait en avant l'agilité organisationnelle comme élément clé de succès pour leur entreprise. Et effectivement, cette agilité, elle est fondamentale. Aujourd'hui, l'incertitude ou le changement permanent est une donnée d'entrée pour tout le monde. Et s'il y a des changements permanents, il y a absolument besoin d'avoir cette agilité. Et la conduite du changement est vraiment l'élément clé pour avoir cette agilité. Alors, sur l'analyse de situation, on va regarder trois sujets fondamentaux hein, en conduite du changement. On va parler du sponsorship, on va parler du niveau de maturité projet, et c'est important d'en parler parce que la conduite du changement vient en aval du projet, c'est quand même le projet qui porte le cadrage, la définition des objectifs, je vais y revenir, et puis troisièmement, les besoins en changement, quels sont les besoins, quel est le portefeuille de changement qu'on a actuellement ou qu'on s'apprête à vouloir mettre en œuvre. Alors, sur le sponsorship, en fait, je commence souvent par parler du sponsorship. Pourquoi? Parce que le déficit de sponsorship est la première cause d'échec des projets. La première cause d'échec des projets. Alors, ce qu'on appelle le sponsor, en fait, c'est l'exécutif, le membre du comité de direction qui va porter un projet, qui va porter la voix d'un projet, donc qui va prendre des décisions pour donner des moyens humains et financiers, mais qui va aussi communiquer sur ce projet de changement pour que tout le monde se dise, bah, tiens, effectivement, si c'est un tel qui en parle, c'est que le projet est important. Et je vois malheureusement beaucoup de projets sans sponsor. La logique voudrait que ce soit quand même les exécutifs, le comité de direction qui décide des projets qui sont à démarrer, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des projets qui viennent de l'opérationnel. Et à ce moment-là, il faut un sponsor. Et donc, par rapport à cette ambition en change, si vous voulez installer le change dans une organisation, la première question à se poser, c'est qui est votre sponsor? Est-ce que vous en avez un au juste? Ensuite, est-il au bon niveau? Est-ce qu'il est vraiment alors au comité de direction, c'est quand même assez important. Alors tout dépend de la taille de votre organisation, mais si vous voulez que les collaborateurs prennent au sérieux votre projet, il faut que la voix de ce projet soit portée par quelqu'un qui est vraiment en haut de la hiérarchie. Et puis, le troisième point que j'ai un petit peu initié il y a quelques minutes par rapport à son rôle de sponsor, puisque
son rôle, c'est de décider, mais c'est aussi porter la voix du projet, comme je le mentionnais, et d'être présent tout au long du projet. Et c'est vraiment cet élément clé et cette action spécifique du sponsor au début, pendant, jusqu'à la fin du projet, qui va être un élément clé de réussite de votre changement. Donc, première question, si vous voulez installer la conduite du changement dans votre organisation, un sponsor qui soit un exécutif pour le porter. Deuxième sujet important, et puis pour ça, je vais vous raconter une petite histoire. Je travaillais, j'ai eu une mission de 6 mois. J'ai bâti un plan de transformation pour une société, pour un périmètre de 2500 personnes. C'est quand même important, 2500 personnes. Et je suis arrivé et bon, je pose un certain nombre de questions pour avoir une idée de l'environnement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de méthode de référence projet. Voilà, ils avaient un portefeuille de l'ordre de 180 projets entre la prod et les sujets transversaux. Et il n'y avait pas de méthode de référence. Voilà. Donc, il y avait une hétérogénéité des pratiques projets absolument considérable. Donc, il y en a qui étaient plutôt bien gérées, d'autres beaucoup moins. Voilà. Quand on arrive dans une certaine taille, quand on veut avoir de l'efficacité, c'est un moment essentiel de pouvoir poser certains repères et donc dire, ben, voilà, notre méthode de référence, ça va être celle-ci, qui peut être une méthode du marché, qui peut être une méthode propre, mais je dirais peu importe. Ce qui est important, c'est d'avoir un langage commun, une méthode de référence, quitte à la faire évoluer, hein, ça n'empêche pas d'être dans l'amélioration qui continue, mais avoir une méthode de référence, c'est absolument clé. Est-ce que la standardisation est en place, hein? Parce qu'on peut avoir une méthode de référence, mais si elle est utilisée de manière très, très différente dans l'organisation, ça a un impact non négligeable, hein. N'oublions pas, et alors je vais peut-être préciser ou reclarifier la différence entre projet et conduite du changement. Ce qu'on appelle projet, en fait, c'est le design de la solution. Si vous avez un CRM à mettre en place, l'équipe projet, en fait, va définir le CRM qui doit être utilisé, comment il va être connecté au système de l'entreprise, qui doit l'utiliser, comment il doit être paramétré. Tout ça, c'est un angle projet. L'angle conduite du changement, c'est quel est l'impact de ce CRM sur les différentes populations. Voilà. Quelles sont les actions que je vais devoir préparer de manière à ce que les gens comprennent, adhèrent, s'engagent et utilisent correctement le changement. Voilà. Donc, il y a une vraie distinction à faire entre le projet et la conduite du changement. Et si effectivement il y a un déficit de compétences ou de méthodes dans la partie projet, eh ben, il y a une conséquence majeure sur la conduite du changement. On ne peut pas réussir la conduite du changement si le projet n'est pas suffisamment solide. C'est la raison pour laquelle, en conduite du changement, la première chose qu'on regarde, c'est le cadrage projet et vérifier que les conditions soient réunies pour que le projet de changement fonctionne bien. Les équipes projet sont-elles formées, hein? J'ai vu notamment dans cette entreprise, mais également dans d'autres, qu'il y a des ressources projets, mais c'est des ressources projets qui ne savent pas gérer un projet. Alors, qui se débrouillent, c'est bien, mais à un moment donné, c'est vraiment essentiel d'avoir des gens qui sont formés pour gérer les projets. Alors ensuite, donc on a dit qu'il y avait une différence, hein, donc entre projet et conduite du changement. Est-ce que les besoins en changement, parce que vous pouvez avoir des changements avec des changements de comportement extrêmement importants, d'autres beaucoup moins. Voilà. Et ben, est-ce que ce portefeuille de changement, il est évalué en globalité? Parce que évidemment, c'est pas la même chose si vous avez 10 projets que si vous en avez 100 ou 150. Voilà. Il y a une thématique qui sort beaucoup depuis quelques années, c'est la thématique de la saturation du changement. De plus en plus d'organisations sont en saturation du changement et on va voir dans un des exemples, parfois il y a besoin de décaler
de décaler des projets parce que finalement, il y a trop de changements. Et trop de changements, ça peut être très, très, très compliqué pour les organisations qui n'arrivent plus à les intégrer. Je peux vous donner un exemple que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. Je formais une équipe de directeurs d'agence qui me disaient, bah oui, chez nous, les projets sont gérés en silo. Donc, quand un projet est prêt, il part. Et je leur ai demandé, bah, combien vous en avez en ce moment à mettre en œuvre? Ils m'ont dit, bah, en ce moment, on en a 12. Je dis, bah, comment vous faites? Il me dit, bah, on se débrouille, on installe ce qu'on peut. Voilà. Bah, ça, pour le coup, c'est pas possible. Au niveau de l'organisation, c'est pas acceptable de fonctionner comme ça, parce que sur ces 12 changements, peut-être que les plus stratégiques, c'est le 7 et le 8, mais voilà, si les directeurs ne le savent pas ou voilà, n'ont pas une vision d'ensemble, et ben à ce moment-là, ils ne mettront pas leurs efforts sur les projets les plus stratégiques. Donc, c'est très, très important d'avoir une vision d'ensemble et d'évaluer ses besoins en changement. Il y a également une chose qui est importante, c'est est-ce que ça représente un écart culturel important? euh, j'ai connu des organisations où il y avait une très faible culture managériale, hein, et d'ailleurs, ça va être là, je vous le présenterai tout à l'heure, hein, le sujet de la prochaine conférence. Si vous avez une faible culture managériale, eh ben, ça va représenter une difficulté pour mettre en œuvre les changements. Pourquoi? Parce que les managers sont une courroie de transmission absolument clé pour les transformations. Donc, c'est important de se dire, bah, tiens, voilà, si j'ai 20, 50 ou 100 projets, et ben voilà, culturellement, est-ce que ça représente un gap, un écart par rapport à ce qu'on a, à ce qu'on en vit aujourd'hui? Et puis, la question à se poser qui est, alors si vous êtes déjà venu à mes conférences, j'utilise très, 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 très souvent cette question et elle a beaucoup de sens. Qu'on démarre un projet, 10 projets, 50 projets, c'est qu'est-ce qui se passe si les changements échouent? Quelle est la conséquence? Et la conséquence, souvent, hein, n'est pas seulement un coût projet, hein, c'est surtout, il peut y avoir des conséquences juridiques, il peut y avoir des conséquences sur d'autres projets. Donc, c'est vraiment très, très, très important de répondre à cette question. Que se passe-t-il si le ou les changements échouent? Alors, 3 cas pratiques, pour être très concret, en fait, sur la manière de procéder quand on veut, installer le change. Donc là, dans le premier cas, on est dans une entreprise qui démarre, et donc là, qui veut accompagner justement un projet de CRM et c'est un client qui est dans l'industrie. On a un deuxième qui a une ambition un peu plus importante, qui a une dizaine de projets stratégiques, et qui est dans les services. Et puis, une troisième organisation dans l'agroalimentaire qui, là, avait vraiment beaucoup de changements et souhaitait installer la conduite du changement dans l'ADN de l'organisation. Donc, on voit bien qu'entre le 1 et le 3, on a une ambition qui n'a vraiment, vraiment rien à voir. Comment l'adresser? Alors, question, est-ce que vous êtes sur, par rapport à l'ambition, est-ce que vous êtes sur 1, 2 ou 3 de votre côté, dans votre organisation? 1, 2, c'est pas mal. C'est bien, hein, déjà d'être à 2, hein. La maturité, OK, on en a à 3. Vincent, 3 aussi, Khalid, OK. Ah super, c'est bien, alors c'est bien d'avoir une ambition à 3. Maintenant après il faut la mettre en œuvre. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a un audit de maturité d'un acteur de référence du marché. Donc, il y a une maturité de 0 à 5 en change. Et aux États-Unis, ils sont à 2,5 sur 5. Là où en Europe, on est plutôt entre 1 et 1,5. Et particulièrement en France, on a pas mal de retard.
La Belgique est plus en avance que nous hein, sur le change. Mais c'est bien de voir qu'il y a de l'ambition. Maintenant, comment on la met en œuvre? Alors, je vais vous donner quelques éléments par rapport aux exemples que j'ai donnés là. Alors, donc ça, c'est une société en fait qui est dans l'acier, qui avait un nouveau CRM. Et là, je dirais que c'est relativement simple, hein, puisque c'est la stratégie des petits pas. Et il y a un certain nombre d'organisations qui préfèrent fonctionner comme ça, hein, et c'est OK. Hein. C'est d'avoir déjà un premier succès, ou alors un sujet vraiment très compliqué. Et le CRM, ça peut paraître simple parce qu'on peut se dire c'est technique, mais c'est des changements de comportement très importants et ça génère souvent beaucoup de résistance. Et donc là, donc on a à chaque fois 3 thématiques en fait qui sont importantes. C'est comment on se structure, comment on forme, comment on prépare les gens et puis comment on accompagne. Donc là, on a détaché un change manager, sur l'équipe projet qui était de l'entreprise, hein, qui a été formé en change. Et puis, il y avait tout simplement 1 heure de supervision par mois et à la demande. Donc, j'avais un coup de fil de temps en temps. Tiens, il se passe ça. Je me dis, tiens, on a 2 alternatives. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, donc c'était relativement simple. Ça prend relativement peu de temps, en fait, et ça permet de commencer à installer des pratiques de change et surtout, ça permet de valoriser le ROI de la conduite du changement, le retour sur investissement de la conduite du changement. Et une chose importante, c'est que quand on fait du change, il y a toujours 2 problèmes. Le premier problème, c'est quand on démarre, c'est d'arriver à convaincre de l'intérêt, de l'utilité de la conduite du changement. C'est le premier problème. Mais une fois que vous l'avez démontré sur 1 ou 2 projets, et bien vous avez le deuxième problème qui est de commencer à dire non, parce que tous les autres chefs de projet disent moi aussi je veux de la conduite de changement. Et j'ai travaillé quand même avec plein d'organisations et c'est systématique. Il y a toujours ces 2 problèmes qui se posent. Donc je vous souhaite d'avoir passé le premier, hein, le premier problème, parce que ça veut dire que vous gérez, je dirais, des bons problèmes qui consistent à prioriser en fait là où vous allez faire de la conduite du changement. Voilà, donc en tout cas, ça, là, on peut considérer que c'est la première étape. Et c'est vrai que dans le cas présent, bah, on n'a pas eu de retard hein, sur le CRM. Il a été adopté par 100% des personnes qui devaient l'utiliser. Et puis, avec une utilisation conforme aux attendus. Et là, je vous invite à noter, en fait, ces 3 points, parce que ce sont les 3 objectifs de la conduite du changement, puisque ce qu'on cherche à faire avec la conduite du changement, c'est être on time, c'est être dans les temps, c'est que tout le monde l'utilise et que ce soit utilisé correctement. Et je mentionnais il y a quelques minutes, si tout le monde l'utilise, mais avec des pratiques très différentes, eh ben, on ne peut pas capitaliser et optimiser les ressources. Deuxième contexte, donc là, on est sur un prestataire de service, en fait, que j'accompagne déjà depuis quelque temps. Et là, il y a 10 projets stratégiques, qui sont quand même importants et la réflexion, c'est de dire, bah, il faut absolument qu'on ait, des ressources dédiées pour la conduite du changement parce que sans conduite du changement, ces projets ne pourront pas, s'installer parce que ça induit trop de changements de comportement. Donc là, on a détaché un change manager. Moi, j'ai été sur la mission également en part-time. Et puis, on a défini des standards. Voilà. Dès qu'une organisation commence à être un petit peu importante, moi, c'est la première chose que je regarde. Standard, standard, standard. Et standard ne veut pas dire rigidité. Mais à un moment donné, il faut qu'on parle le même langage et il faut qu'on utilise les mêmes outils. Sinon, il y a une déperdition de- d'efficacité, oui, en tout cas, il y a une perte d'efficacité qui est absolument monumentale. Voilà, des standards et surtout en les améliorant avec les retours sur expérience. Donc là, on a formé donc ce change manager, on a formé les chefs de projet, les sponsors et les managers. Alors, vous allez dire, mais pourquoi on forme tous ces gens-là? Bah, tout simplement parce que c'est des rôles importants en change.
Alors, le change manager, ben, pas besoin de le dire, c'est une évidence. Mais le chef de projet, il a besoin de comprendre ce qu'est la conduite du changement, ce que ça va lui apporter, et il a besoin d'intégrer en fait le plan de change dans son projet. Donc, il n'a pas besoin d'être formé comme un change manager, mais il a besoin d'être formé à l'intégration du change dans son projet. Le sponsor, je vais évoquer son rôle tout à l'heure, il a besoin d'être préparé. Alors, il ne va pas avoir une journée de formation, les sponsors, ils n'ont pas le temps, mais ne serait-ce que 1 ou 2 heures sur en quoi le sponsor est essentiel et quel est le rôle qu'il a à jouer, c'est fondamental. Et c'est pareil pour les managers. J'avais une transformation il n'y a pas très longtemps et le DG me dit, bah oui, on va annoncer ça, à toute l'organisation. Ça va très bien fonctionner. J'ai dit: «Bah, ouais, mais il faut préparer d'abord les managers. Les managers, ils ont un rôle à jouer dans le lancement, donc on va les préparer avant» et on a organisé une réunion d'une journée avec tous les managers parce que des managers, avant d'être managers, ils sont collaborateurs. Donc il faut leur expliquer pour qu'ils adhèrent, qu'ils comprennent d'abord, qu'ils adhèrent, qu'ils s'engagent et une fois, qu'on a passé cette étape-là, on peut leur dire: «Ah bah, voilà ce qu'on attend de vous, sur le changement». Donc les managers sont vraiment absolument clés et il faut les préparer à ce rôle dans la conduite du changement. Et là, sur une entreprise déjà d'une certaine taille, et ben, de la supervision régulière, l'animation des ateliers. Alors, il y a notamment, moi, des ateliers que j'utilise de manière systématique. C'est ce qu'on appelle les ateliers crainte-espoir, pour permettre aux gens de s'exprimer sur ce que ça leur fait d'avoir tel ou tel changement à mettre en place. Et c'est pas ce qu'ils en pensent, c'est qu'est-ce que ça leur fait, ce qui est tout à fait différent. Heu et si vous me suivez mes autres conférences, donc là, je ne vais pas le développer ici, mais j'ai déjà développé dans une ou 2 conférences. Et puis évidemment, la mise à jour des standards en fonction de ce qu'on découvre, parce que des standards, c'est pas nécessairement une seule méthode. Il peut y avoir plusieurs méthodes dans des standards. On peut en découvrir de nouvelles en se disant: «Bah, tiens, voilà, c'est notre standard maintenant, c'est telle et telle méthode». Et c'est très, très important d'avoir cette agilité et cette ouverture d'esprit. Voilà, et avec, cette organisation, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, attention au risque de saturation. Là, on a eu 8 projets sur 10 qui étaient dans les délais, mais on en a retardé 2 en fait, parce que, on s'est rendu compte que, c'était trop ambitieux, en fait, d'avoir, ces 10 projets stratégiques au même moment et donc on a décalé, 2 projets qui étaient, un petit peu moins prioritaires, pour pas que les équipes, aient une pression qui soit trop importante. Et puis, il y a aussi un bénéfice avec la conduite du changement, c'est sur les dépassements budgétaires. Alors sur les projets, il y a parfois des dépassements budgétaires qui sont extrêmement importants. Et là, dans le cas présent, on les a divisés par 3 puisqu'on n'était plus qu'à 7. Mais moi, j'ai déjà vu des projets, et puis il suffit de lire le journal aussi, des projets qui peuvent tripler le budget initial et ça, pour le coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment un problème. Voilà, alors, installer la conduite du changement dans l'ADN, de l'organisation. Là, on est sur un périmètre qui était encore plus important avec, des enjeux, extrêmement significatifs en matière de transformation. Et là, le constat du comité de direction, c'était de dire: «Il faut absolument qu'on intègre, cette compétence, pour arriver à mener des changements qu'on a maintenant, mais qu'on aura demain, et après-demain». Et là, pour le coup, on a créé ce qu'on appelle un Change Management Office, qui était au sein de la direction de la transformation. Donc plus ça va dans les grandes organisations, plus on crée des directions de la transformation et ça a beaucoup, beaucoup de sens d'avoir un département spécifique transformation. Et ce qui a beaucoup de sens aussi, c'est de scinder, d'avoir d'un côté le projet et de l'autre la conduite du changement. Euh, Évidemment, la définition des standards à la fois sur projet et change. Et là, on avait
3 change et puis 2 consultants dans l'équipe. En fait, l'avantage du mixte, comme ça, d'avoir du change interne et des consultants, c'est en termes d'apprentissage. Parce que, évidemment, quand on vient de se former à quelque chose, s'il n'y a pas d'accompagnement externe, le risque, c'est d'essuyer les plâtres et puis de faire son expérience. Donc il y a un temps gagné avec des consultants externes. Alors là, en termes de formation, les change managers, on les a formés tout de suite. Les chefs de projet, on les a formés tout de suite. Les sponsors aussi, parce qu'on a dit tout à l'heure que le déficit de sponsorship, c'est la première cause d'échec des projets. Par contre, les managers, on a fait un tir par an. Voilà, parce que c'est quand même important. Donc, on s'est dit, sur la première année, on va prendre les managers qui sont les plus impactés par les projets du moment. Et puis, en année 2, on formera un nouveau un tiers. Et en année 3, on formera à nouveau un tiers. Et là, on avait supervision, partage de pratiques, retour sur expérience et puis mise à jour des standards. C'est important, hein, si vous commencez à créer une communauté de change, de surtout animer cette communauté, que ce soit en interne ou en externe, je dirais peu importe, mais l'animer pour qu'il y ait du partage de pratiques et qu'il y ait des pratiques qui soient homogènes et les bénéfices qui peuvent être obtenus puissent être transposables sur les autres projets. Voilà, et donc là, le premier résultat, en fait, et je voudrais le souligner, c'est un plan de transformation lisible. Moi, ce que je vois dans beaucoup d'organisations, c'est des collaborateurs qui disent: «On a plein de projets», et en fait, ils sont dans l'exécution, mais ils ne comprennent absolument pas le pourquoi. Et le pourquoi est essentiel, en fait. Si on veut avoir un niveau de projet important, il faut donner de la lisibilité. Il faut que les gens comprennent. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut créer une histoire, l'histoire du changement. Et donc, moi, dans un cas comme celui-là, je crée un plan de transformation avec souvent un codir élargi, de manière à ce qu'il y ait une vraie lisibilité sur qu'est-ce qu'on a à changer, pourquoi on a à le changer, et en conséquence, ce que ça va amener comme portefeuille projet. Et là, dans cette situation, on en avait 110 et un spécifiquement pour la conduite du changement, parce que finalement, se dire je veux installer la conduite du changement dans la haine de l'organisation, c'est un projet en tant que tel. Voilà, quelles sont les étapes, les actions, et notamment de former change manager, chef de projet, sponsor, manager un tiers par an. Ça faisait partie intégrante du projet mise en installation de la conduite du changement. Euh, voilà. En conclusion, ce qui est important, c'est vraiment de partir de là où vous en êtes, et puis de ce que vous allez avoir dans les mois qui viennent ou les prochaines années, même si je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il va y avoir peu de changements. Je pense que le changement, il est vraiment maintenant inhérent. On a besoin de cette agilité. Il y a des projets tout le temps, des projets de changement. Et c'est vraiment important de partir d'une analyse de votre situation spécifique. 3 étapes pour le mettre en place. Toujours une question de structuration. Comment on s'organise? Il n'y a pas de cible idéale. Ça dépend de votre contexte et de votre ambition. Voilà, contexte et ambition, c'est le contexte et l'ambition, en fait, qui définissent la structuration. Mais la structuration, c'est la première question à se poser. Ensuite, comment on forme et évidemment, comment on accompagne. Voilà, prochaine étape, si vous voulez, ou si vous envisagez de vous professionnaliser en conduite du changement, donc on a une certification, le 20-21 novembre pour la prochaine, 6-7 février pour la suivante, et mardi 5 novembre, on a une réunion d'information. Je vous enverrai le lien, il s'affiche là, mais vous ne pouvez pas cliquer dessus. Je vous le mettrai dans le replay que vous allez recevoir. Également, la prochaine conférence, je l'évoquais brièvement tout à l'heure, sur l'importance de la
culture managériale. La culture managériale est un levier de transformation puisque l'idéal, en fait, c'est que le change fasse partie intégrante de cette culture managériale. Donc, culture managériale, de quoi parle-t-on? En quoi est-ce que la culture managériale constitue un levier de transformation? Et puis, vous aurez un cas pratique extrêmement intéressant d'une société très internationale. Et donc ça, ce sera jeudi 12 décembre. Voilà, si vous avez des questions, vous voulez partager, échanger sur votre contexte spécifique et avoir quelques recos, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement sur mon agenda par le campus ou sinon vous aurez accès à mon agenda aussi avec le mail que je vais vous envoyer cet après-midi avec le replay. Voilà, il est 9h36, on est on time. Mais peut-être avez-vous une ou des questions par rapport à ce qu'on vient de voir. Bon, et bien soit tout le monde est parti, soit c'était clair, mais je vois qu'a priori vous êtes toujours là. Quel profil préconisez-vous pour le change manager? Ah, très très bonne question. Merci Stéphanie. Alors, quel profil Alors, il y a un élément qui est très très important dans le rôle du change manager, c'est la question de la posture. Euh, euh, En fait, si on cherche à appliquer juste de la méthode, on est en échec. Parce qu'il y a vraiment besoin de beaucoup d'agilité. En permanence, il faut savoir s'adapter, il faut parfois revenir en arrière. Donc, je ne dirais pas, tiens, c'est un profil de telle ou telle catégorie, mais il faut vraiment, alors il faut une connaissance de l'entreprise, hein, ça c'est important d'avoir une connaissance de l'entreprise. Et c'est pour ça que de l'externe en change, c'est pas idéal. Il faut à ce moment-là plutôt faire du mix avec une personne dans l'interne. Une aisance dans la communication hein, et dans la gestion relationnelle et surtout une capacité à s'adapter. Hein. Le pire ennemi en change, c'est l'ego. Donc, les mâles pleins de testostérone, ça, surtout pas. Ça marche pas parce qu'il faut savoir faire profil bas. Voilà, qu'est-ce qui est important également, c'est vraiment un chef d'orchestre, hein, le change manager. Donc, il faut à la fois cette rigueur, parce qu'il faut de la rigueur, cette capacité à embarquer les parties prenantes, les différentes parties prenantes, même si c'est beaucoup le sponsor qui va intervenir. Voilà, je ne sais pas si j'ai complètement répondu, Stéphanie, à votre question, parce que voilà, je réponds sur le fond, mais pas sur la forme, parce que finalement, on peut trouver ces caractéristiques de profil sur à peu près n'importe quel métier. Alors, oui, bonne question aussi sur est-ce qu'un change manager est à 100% ou pas sur cette fonction. Eh bien, oui et non. En fait, ça dépend. Ça dépend. Dans certaines organisations, c'est toujours mixte, c'est toujours projet et conduite du changement. Moi, ma recommandation, c'est sur des petits projets, il n'y a pas de problème à ce que le chef de projet gère le change. Par contre, sur des projets un petit peu stratégiques, avec des impacts humains forts, je vous recommande vivement, mais vraiment vivement, de séparer que ce ne soit pas la même personne qui gère les deux. Pourquoi? Parce que ce sont deux angles de vue. Et c'est comme sales et marketing. C'est pour moi la même chose. Voilà, sales et marketing sont deux métiers qui sont parfaitement complémentaires, qui ont besoin de travailler ensemble. Mais vous avez un chef de marché qui fait les deux. Mais dès qu'on est sur une organisation plus importante, il y a le sales d'un côté et le marketing de l'autre. Et c'est vraiment la même chose en ce qui concerne le change. Alors, Diane, rapport avec la DIC, roadmap global, premier à engager. Alors, si je comprends bien la question, des rapports avec les DSI, c'est essentiel d'en avoir parce que des projets de DSI qui ont des impacts comportementaux, a priori, il y en a beaucoup.
Et là où il peut y avoir un travail à faire, c'est sur ce que j'appelais tout à l'heure l'histoire du changement. C'est quelle histoire on raconte pour expliquer qu'il va y avoir 5, 10, 15, 20 projets. Et cette histoire, elle est extrêmement importante parce que c'est cette histoire qui va donner un sens à chacun des projets et qui va permettre ensuite de dire, ben voilà, on a tel projet et ce projet, il rentre dans telle histoire. Voilà, premier engagé, je ne suis pas sûr de bien comprendre. C'est la DSI qui fait le cadrage, mais la conduite du changement qui intervient dès que le cadrage est fait, puisqu'il faut démarrer le change, surtout dès le début du projet. Quelle temporalité sur vos cas pratiques alors sur les cas pratiques que là j'ai mentionné, sur le CRM, ça a duré 8 mois, parce que c'était pas une très grosse organisation. Ça a duré 8 mois, ça s'est bien installé. Ensuite, on a fait du change sur d'autres projets. Alors, des checks avec des sponsors, oui, clairement. En fait, le sponsor doit faire partie du comité de pilotage projet. C'est impératif. C'est surtout impératif d'avoir des comités de pilotage pour suivre vos projets. Si vous ne faites pas ça, vous vous mettez en risque. Donc, alors ça peut être un comité de pilotage pour plusieurs projets, mais il faut impérativement faire des comités de pilotage. Et l'objectif d'un comité de pilotage, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'angle mort ou éventuellement prendre des arbitrages par rapport à ce qui se passe sur le projet. Il peut être une modification du cadrage, une modification des moyens, etc. Donc, c'est là où surtout on va faire un point avec le sponsor. Voilà, je pense avoir répondu à tout. Pour commencer une carrière en change, Jacques, pour commencer une carrière en change, déjà vous former à une méthodo, alors qui peut être assez carré, hein, idéalement, il y en a d'autres aussi. Et ensuite, vous pouvez soit travailler en cabinet, alors Olsen ou d'autres. Vous pouvez travailler en freelance ou il y a maintenant de plus en plus d'annonces de fonctions de change manager. Si vous regardez sur Internet, vous en verrez plusieurs centaines, hein, puisque c'est un métier qui est vraiment en pleine explosion. Est-ce important d'être certifié Calliope? Est-ce contraignant? Alors, en fait, Chloé, certifié Calliope, là, ça va être pour de la formation. Alors, ça ne sert à rien d'être Calliope si vous voulez faire du change en consulting. L'intérêt d'être Calliope, c'est quand on fait de la formation. Donc, moi, je suis Calliope parce que j'ai une certification et que je forme. Mais sinon, si vous voulez faire du consulting, il n'y a pas besoin d'être Calliope. Et est-ce que c'est contraignant? Oui, c'est très contraignant. Alors, manager, non. Alors, par manager, ce que j'entends, Khalid, c'est vraiment toutes les fonctions de management, quel que soit le nombre de personnes gérées et le niveau dans la hiérarchie. C'est toutes les personnes qui encadrent. Voilà, il est 9h43. Merci à tous. Et puis, au plaisir de vous rencontrer si vous prenez rendez-vous sur mon agenda, de vous retrouver soit le jeudi 12 décembre, soit le mardi 5 novembre à 9h pour la réunion d'information sur l'assertif. Voilà. Belle journée à tous et puis belle semaine. À bientôt.